importante, mais il a exagéré sur le plan polémique, absolument. Et moi, je ne suis pas pour dire, bon, il faut éviter de passer par les motifs. C'est impossible. Est-ce qu'on peut éviter dans la littérature de ne pas reconnaître des topos? Et finalement, s'il y a une intertextualité, s'il y a une interdiscursivité, parce qu'on a des nœuds, on partage quelque chose. Et il y a des formes de comparaison, justement, parce qu'on passe par là, par la mobilisation du même motif. Comment? Oui. Une question de Ralph. Oui, voilà, je voulais prolonger cette discussion. D'abord, merci, c'était fabuleux. J'ai beaucoup aimé ta présentation. Mais je me mets à rêver de la possibilité, au fond, d'envisager ces œuvres dont on parle, par rapport aussi à des théories contemporaines. Ouais. Donc je suis frappé combien, pas tout évidemment, mais combien des éléments que tu as apportés aujourd'hui, nourris essentiellement par la sémiotique et la linguistique, sont quelque part en germe dans la théorie de l'art renaissante, au moins à partir du 15e, 16e siècle. La question des diamorphismes, qui est quand même un point central de cette théorie du 16e au moins. Ouais. Et je me dis, serait-il envisageable, parce que là il faudrait qu'on discute aussi de la transposition dans le domaine des digital humanities, de tout cet outillage théorique, de voir si, à des moments, on pourrait construire des modèles qui soient plus en phase avec les cadres épistémologiques de l'époque. Alors, ça veut dire qu'on doit en partie se défaire ou se prendre distance par rapport à un autre outillage contemporain et essayer de le traduire dans les catégories qui sont celles des créateurs et des récepteurs du 16e, 17e siècle. Ça veut dire qu'il pourra y avoir aussi deux entrées possibles en fonction des choix épistémologiques, ceux d'aujourd'hui ou ceux de l'époque. Je ne sais pas comment tu vois cette possibilité. Est-ce que c'est pas peut-être un peu... Moi, je vois. Alors, non, je pense que alors, à mon avis, c'est faisable, et c'est très utile, et c'est très important. Alors, pardon, encore une fois, j'arrive à te répondre en mobilisant des ressources sémiotiques. Je ne sais pas si tu connais cet aspect de la tradition d'Umberto Eco. Umberto Eco a distingué plusieurs formes d'intentionnalité. Même l'œuvre a sa propre forme d'intentionnalité, on va dire le système instructionnel pour la production de la signification, à travers la structure sémiotique de l'œuvre. Il y a l'intentionnalité au départ, on peut dire le producteur, l'artiste, et il y a l'intentionnalité du lecteur. Alors, comment reconnaître l'interprétation par rapport à un usage quand on ne veut pas délier, on ne veut pas créer une rupture entre l'intentionnalité d'origine et l'intentionnalité d'arrivée à travers la médiation de l'œuvre. Moi, s'il y avait une sorte de fonction élastique, je peux éventuellement essayer de relire sur le plan contemporain l'œuvre, mais je ne peux pas oublier le point de départ. Alors, ce point de départ est un point de départ aussi théorique, et un point de départ d'épistémé. Alors, tu vois, on pourrait ne pas construire deux lectures possibles. Plonger l'œuvre dans les systèmes théoriques du XVIIe siècle, parce que l'œuvre appartient au XVIIe siècle, et de l'autre côté, réactualiser avec des notions contemporaines pour les lectures actuelles. On peut imaginer de construire les tensions entre les deux, parce que justement, c'est très intéressant voir la signification comme une profondeur sémantique. Quand je parle, mes mots sont dans la profondeur sémantique. Il y a une sémantique historique. Il y a le poids, le geste pictural. Tu fais quelque chose et en musique, tu commences déjà un accord sur le piano, tu dis mais ça c'est Debussy, ça alors est-ce que je dois faire comme ça, est-ce que je dois faire comme ça, et tu as la sensation, et comme quand Deleuze en parlant de Bacon, non, peut-être que c'est déjà Bacon qui a dit ça, et Deleuze seulement repris ces mots, la toile n'est jamais blanche. Est déjà pleine d'une profondeur. Donc l'idée est de pouvoir construire, même sur le plan de l'intelligibilité, d'accompagner un spectateur dans la lecture d'une œuvre d'art, de reconstruire cette profondeur avec une reconstruction de l'épistémé du temps, avec la théorie et la lisibilité, l'interprétabilité, je dirais, entre l'œuvre et les systèmes théoriques de l'époque, et en revanche la lecture actuelle.
construire des tensions. Ça supposerait que dans les systèmes informatiques, on puisse avoir cette double entrée. Parce qu'il existe une sémiotique du XVIIe, voilà, elle existe. Absolument. Elle est tout à fait opérationnelle à l'époque, et donc, mais ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc voir comment ces doubles entrées nous répondent à des questions différentes en termes d'interprétation. L'une n'est pas plus juste que l'autre, mais elles sont combinables. Et donc là, c'est vrai que ça rajoute des couches en termes d'indexation ou de catégorisation pour taguer les images qu'on va traiter en grande série. Voilà, c'était juste cette remarque. Oui. S'il y a encore la dernière, François, oui. Merci beaucoup Pierluigi. Je voulais juste réagir sur un aspect sur lequel tu as insisté à plusieurs reprises, l'idée de régionaliser l'approche diachronique des images. Et dans les exemples que tu as évoqués, tu as principalement parlé de critères externes, me semble-t-il, qui permettaient d'identifier une région locale qui permettrait de retracer la diachronie des images. Mais est-ce qu'on peut envisager aussi la possibilité que des formes visuelles peuvent créer de nouvelles régions qui ne leur préexistaient pas? C'est-à-dire, est-ce que les critères externes, par exemple l'œuvre d'un artiste ou une école, un atelier en particulier, ne pourrait pas être aussi l'effet d'une histoire particulière de forme, plutôt que le donné préalable qu'on se donne pour identifier une région. Et il me semble que dans le travail que tu fais sur la mélancolie, les exemples que tu as cités, on ne voit pas très bien quel est le critère externe qui délimite a priori la région locale dans laquelle on va retracer l'histoire de ces formes-là. Il me semble qu'au contraire, tu montres qu'on a là une forme qui finalement crée une région très très vaste sans doute, mais qui ne préexistait pas. Donc est-ce que cette dimension-là, tu la prends en compte? Et est-ce que cette possibilité-là qu'auraient les formes de créer de nouvelles régions, tu l'articules aussi à l'idée des topos et des motifs, des clichés, des stéréotypes que j'ai trouvé très intéressants. Donc l'idée qu'il y aurait des formes doxiques visuelles, mais est-ce que ces formes doxiques visuelles, encore une fois, pourraient être autre chose que la simple traduction d'éléments de doxa verbal qui leur préexisteraient? Est-ce qu'on peut imaginer que les formes visuelles ont la possibilité de créer des éléments de doxa qui ne préexistent pas dans l'encyclopédie d'une communauté? Non, je partage totalement. Alors, ma proposition, finalement, que peut-être je n'ai pas eu le temps de présenter dans les détails, mais c'est de construire des formes d'interface. C'est-à-dire, je suis parti du langage, et là, nous sommes vraiment dans un aspect intrasystématique. Bon, je dis, il y a des classes synonymiques, il y a des formes flexionnelles. Là, c'est totalement à l'intérieur de la production visuelle ou linguistique en tant que sémiotique en tant que telle. Et donc, il y a des propositions de formes qui n'ont pas immédiatement une relation avec l'extratextualité, l'entour social. Ensuite, il y a des formes domaniales. Alors là, c'est l'idée de mimer, de transposer le monde, tu vois, à notre interface. Et ensuite, il y a des formes extérieures qui doivent trouver une forme, une manière, une procédure d'introjection à l'intérieur du langage visuel, donc de formes doxiques, l'épistémé, etc. Donc, à mon avis, il faut travailler sur des systèmes d'interface et des transpositions. On ne peut pas privilégier, une chose ou l'autre, bien évidemment, parce qu'il y a une compénétration absolue. On ne peut pas imaginer l'autotélie, je répète, mais quand même, il y a un languaging, donc il y a une élaboration de formes internes, il y a la tentative de parler, de construire la référence à l'intérieur des formes linguistiques, et ensuite, on a un entour écologique qui décide aussi de la mise en perspective de formes sémiotiques. Il faut travailler sur des interfaces et des formes de transposition. Voilà. Et pour ce qui concerne le mélancolie, je n'ai pas eu le temps, mais évidemment, quand tu changes de genre, par exemple, les genres, tu sais bien mieux que moi que c'est déjà une sorte d'interface entre pratique et textualité. Quand je dis genre, je veux dire déjà système d'attente, évocation d'une tradition, etc. Donc nous sommes déjà dans des pratiques sociales. Et donc quand on passe dans le geste mélancolicus, je ne sais pas, dans un tableau religieux, ou dans un tableau d'une nature morte, ça change énormément de choses, bien évidemment. Et je dois tenir compte de ça.
Merci beaucoup, Pierluigi. Merci à vous. D'accord.